Bienvenue à ce webinaire de MyDiabCheck que tu as évidemment préparé et bienvenue à tous les gens qui se sont logués. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et au fait, cette fois, on va parler de l'inflammation et le diabète de type 2, Aurélia. Donc, tu as préparé un slide deck et, sur la thématique de l'inflammation, notamment par rapport au diabète de type 2. Souvent, on ne remarque pas qu'on a une inflammation chronique, on ne remarque pas qu'on a une sensibilité par rapport à trop de sucre et tout. Au fait, le corps s'enflamme, mais au fait, on ne le remarque pas. Donc, c'est ce on peut discuter ensemble aujourd'hui pendant 45 minutes. À la fin du webinaire, on aura aussi le temps de poser quelques questions. On va évidemment répondre à toutes vos questions. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, vous pouvez toujours après nous envoyer soit un email à info@mydiabcheck.ch ou alors nous contacter via Facebook ou Instagram, MyDiabCheck, et on va répondre évidemment à vos questions dans les prochains jours. J'aimerais aussi vous dire que le webinaire va être enregistré, il va donc être rediffusé sur notre chaîne MyDiabCheck YouTube, et que les recettes, voilà, je fais du spoiling, les recettes que Aurélia va nous dévoiler aujourd'hui vont aussi être après postées sur notre compte Facebook. Voilà. Ben, écoute, bienvenue. On va passer directement au cœur du sujet. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, c'est donc l'introduction de MyDiabCheck que je vais faire dans quelques minutes. Je vais faire une démo aussi du test. Je vais vous présenter Aurélia Corbat, que vous connaissez certainement tous. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire une petite présentation. Aurélia va après reprendre les rênes et parler justement de l'inflammation et notamment l'inflammation lorsque vous avez du diabète type 2 ou alors l'inflammation simplement lorsque vous ne le savez pas. Et il y aura un moment où on va poser quelques questions et on va répondre. Et après, on va faire une conclusion tous ensemble. La forme, Aurélia, on y va? On y va. Cool, parfait. Je passe donc à l'introduction de MyDiabCheck. Qui sommes-nous et quelle est notre mission? En fait, MyDiabCheck est une start-up qui est financée et qui appartient au groupe Mutuel. Et notre mission, c'est d'aider les personnes qui souffrent éventuellement ou qui souffrent et qui le savent de diabète de type 2, ou alors aussi les personnes qui sont à la recherche d'un équilibre alimentaire, ou alors qui sont à la recherche d'un bien-être physique et qui ne savent pas comment arriver à ce bien-être physique. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une prise en charge par une plateforme digitale qui est mydiabcheck.ch, qui est aussi une web app que vous pouvez downloader sur votre téléphone. Au fait, la web app, ça va aussi vous aider à activer un call avec le coach. Et le coach, comme Aurélia, elle fait aussi partie des coachs, va vous aider à travailler sur votre comportement. Donc, nous, on travaille avec une méthodologie scientifique qui s'appelle la TCC, qui s'appelle thérapie cognitive comportementale, qui est une thérapie qui a été approuvée par beaucoup de médecins, de psychologues et de psychothérapeutes. Qu'est-ce qu'on fait avec cette thérapie? Cette thérapie, au fait, elle va vous aider à travailler sur les patterns de votre comportement. Elle va vous aider à les changer, à les comprendre avant de les changer et aussi à pouvoir combattre avec efficacité certains patterns. Quand vous savez qu'est-ce qui fait que vous allez par exemple manger du sucre ou qu'est-ce qui fait que vous allez snacker constamment pendant la journée lorsque vous travaillez depuis la maison, vous allez aussi comprendre comment déjouer ces pièges qui sont généralement des pièges du mental et comment y travailler avec succès. Et les coachs que nous avons dans l'environnement de MyDiabCheck sont vraiment des gens qui sont spécialisés en nutrition et en diététique. Et ce sont des gens qui savent utiliser le mobile ou le desktop comme outil de travail. Donc, il n'y a aucune différence. Souvent, les gens nous disent « oui, mais alors on ne voit pas, on n'est pas là en présentiel ». Eh bien, de toute façon, avec la pandémie, on ne peut pas. Et le fait d'avoir aussi quelqu'un qui peut à tout moment être appelé
via un outil qu'on a construit, ça facilite aussi la communication en cas de nécessité. Voilà. On est aussi sur le site web. Je vais vous faire un exemple maintenant de comment on peut faire le test. On a aussi un site Facebook, comme je l'ai dit avant, et on a aussi une chaîne Instagram, en fait, et YouTube. Voilà. Je dis chaîne parce que pour moi, Instagram, c'est aussi pour faire des podcasts. On en fait de temps en temps. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Vous avez sur le site internet de MyDiabCheck, vous avez un bouton qui dit « Je fais le test ». Le site est disponible en 3 langues. Hein. Donc, je clique dessus. Et là, je peux répondre « Avez-vous été diagnostiqué pour le diabète ?» Je dis par exemple « Non ». Je dis que je suis un homme. Je dis mon âge. Je mets le poids, la taille, que généralement on sait. Le tour de taille, si je ne sais pas, je clique sur « Je ne sais pas » et je peux choisir la morphologie que j'ai. Je vais mettre celle-ci. Continuer. Voilà. Pression, oui, non. Je vais mettre non. Antécédent hyperglycémique, je mets oui, j'en ai pas, mais... Alors là, la question, c'est je vais répondre par oui. Là, je vais répondre pas tous les jours. Et oui, il y a des antécédents au 2e degré. Donc là, j'ai un risque moyen. Et je peux me mettre en contact avec Aurélia. Donc, j'ouvre un compte sur MyDiabCheck. Le compte est gratuit. Il faut juste faire un login. Le login, je peux mettre une adresse email avec un nickname. Et après, je peux donc contacter Aurélia. Donc, Aurélia fait partie du team de spécialistes qui travaillent au fait pour MyDiabCheck. Elle écrit aussi pas mal d'articles de blog. Elle écrit aussi des recettes qu'on publie régulièrement. Et elle fait aussi, comme vous le voyez, des webinars. Mais Aurélia, elle travaille en tant que professionnelle. En fait, elle travaille dans la nutrition. Elle est thérapeute qualifiée. Et au fait, elle aide les gens à redéfinir leur habitude alimentaire. Et aussi à créer un régime alimentaire personnalisé. Et évidemment, elle va aussi vous aider à mieux vous sentir. Donc voilà. Ben Aurélia, j'ai tout dit. Je me réjouis de te laisser la parole. Et Merci, on se Claude. voit à la fin du webinaire pour des questions-réponses. À plus tard. Avec plaisir. Merci, Claude. Bonsoir à tous. Je m'appelle Aurélia Corbat, je suis nutritionniste, comme Claude l'a mentionné, et je suis coach pour MyDiabCheck. Et j'ai mon propre cabinet appui dans la région de Lausanne où je reçois donc des clients pour des rééquilibrages alimentaires, pour des problèmes digestifs, pour des pertes de poids, pour des problèmes d'addiction au sucre ou aux produits sucrés. Voilà, mon but, c'est vraiment de partager autour de la cuisine, autour du bien-être et vous aider aussi à trouver votre propre alimentation. C'est important de mentionner aujourd'hui qu'on n'a pas tous la même alimentation et j'accompagne mes clients, donc c'est un travail d'équipe, c'est ce que je précise tout le temps, à trouver leur alimentation qui leur convient. Voilà, c'est vraiment une démarche en équipe qu'on fait parce que c'est pas juste, j'ai pas une baguette magique, donc c'est vraiment je donne et puis le client me donne aussi, mais voilà, on partage vraiment autour de l'alimentation. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'inflammation et le diabète de type 2. Je pense important d'aborder ce sujet parce que je vous expliquerai plus à travers le webinaire quel est l'impact de l'inflammation sur le diabète de type 2 et surtout aussi de préciser que ce n'est pas simplement une consommation de sucre excessive qui peut amener au diabète de type 2, mais parfois c'est voilà, c'est une inflammation chronique qui va être silencieuse, qui est cachée, qui peut amener à un diabète de type 2. Bien entendu, la consommation de sucre à fréquence élevée, clairement, va amener un diabète de type 2 et va amener une inflammation. Je ne vous en dis pas plus, on y va. Donc, les 3 thèmes principaux, c'est comprendre le processus de l'inflammation, déjà, et ensuite de comprendre quel est son impact sur le diabète de type 2, enfin, quel est le processus qui engendre cette inflammation avec le diabète de type 2.
L'inflammation est-elle à l'origine, excusez-moi, de la résistance à l'insuline? Donc ça, c'est le thème que je vous ai mentionné avant, de vraiment faire un peu la différence entre la consommation de sucre et l'inflammation. Et puis, dernier point, c'est vraiment de vous partager, quels sont les remèdes naturels du quotidien pour prévenir, heu, une inflammation chronique, parfois même réduire, on verra dans quel cas. J'aime pas vraiment dire réduire parce que quand on a une inflammation chronique, bah, c'est difficile, des fois sans médication de la contrer, de la baisser, mais un mode de vie sain aura toujours un impact positif de toute façon sur la santé et notamment sur l'inflammation. Donc on y va. 1 slide, je trouvais important de quand même rappeler un peu, qu'est-ce que c'est le diabète et quelle est sa prévalence dans le monde. Donc il faut savoir que le diabète, c'est une maladie chronique. Sa prévalence, est de 4 en Suisse et elle est en constante progression mondiale, suivant celle de l'obésité. Avec plus de 450 millions de personnes diabétiques dans le monde, le diabète est la 4e cause de décès. Surpoids et sédentarité augmentent le risque de diabète de type 2, heu, et notamment la résistance à l'insuline. C'est une maladie métabolique qui affecte la manière dont le corps régule le taux de sucre dans le sang. Dans le cas du diabète de type 2, donc soit le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, comme on l'a déjà vu dans les précédents webinars, soit il ne fait pas bien son travail à cause d'une consommation excessive de sucre. Les cellules ne répondent plus au fait à cette insuline qui va s'occuper de faire rentrer le sucre dans les cellules pour de l'énergie. On parle alors de résistance à l'insuline, donc qui va engendrer une augmentation du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire une hyperglycémie, car le corps n'arrive plus à utiliser le glucose comme source d'énergie. Le diabète de type 2 entraîne une inflammation chronique, donc c'est ce qu'on va voir à travers le webinaire, car les cellules, elles peuvent engendrer, enfin à force, ça peut engendrer des graves problèmes de santé, comme je vous ai mis en fait dans la petite image ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc ça va être des problèmes de circulation cardiaque, des amputations, des problèmes oculaires ou des insuffisances rénales. Donc il faut savoir aussi que le diabète de type 2 touche de plus en plus de personnes et notamment de plus en plus d'enfants aussi, malheureusement, car voilà, les produits industriels sont malheureusement beaucoup trop sucrés, beaucoup trop addictifs pour nos petits-enfants. Voilà. Alors, l'inflammation, donc qu'est-ce que c'est l'inflammation? Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet, de l'inflammation chronique qui touche le diabète de type 2, je pense que c'est important de vraiment vous expliquer quel est le rôle principal de l'inflammation, de l'organisme, dans l'organisme. Donc il faut déjà retenir une chose qui est importante, c'est que l'inflammation, c'est un mécanisme, de protection de l'organisme. Donc c'est, une réponse normale de l'organisme face à une agression externe ou interne. Important de le différencier. Donc brûlure, boutons, obésité, cancer, appendicite, excusez-moi, ces événements font tous intervenir le même mécanisme qu'est l'inflammation. Cette réaction normale du système immunitaire s'enclenche dès lors qu'une agression externe, donc une infection par exemple, ou interne, des cellules cancéreuses par exemple, ont lieu. Donc vraiment, c'est pour vous expliquer un peu la différence. Dès qu'il y a une inflammation, enfin dès qu'il y a une infection ou une agression, que ce soit externe ou interne, le corps il va répondre par une inflammation et ça, c'est un moyen de protection. La peau et les muqueuses, donc les muqueuses, c'est une petite couche qui va protéger les organes, hein, permettent de protéger l'organisme contre les agressions externes. Mais en cas d'infection ou de blessure, des micro-organismes, par exemple des bactéries, des champignons ou un virus, hein, c'est un peu le sujet du jour, peuvent franchir cette barrière protectrice. C'est là qu'entre en jeu l'inflammation. Elle permet tout simplement l'élimination totale des intrus et la réparation complète des tissus lésés. Donc, quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique? Donc, une inflammation aiguë, c'est une réaction utile à l'organisme puisqu'elle lui permet de se défendre de façon ponctuelle contre une agression. Elle se caractérise par plusieurs symptômes qui sont, on les connaît tous très bien, hein, quand on se coupe par exemple, rougeur, euh, gonflement,
chaleur, douleur. Ça, c'est vraiment des moyens de protection, de l'organisme contre une agression. Si la réaction inflammatoire, elle touche un organe, sa fonction peut être affectée ou diminuée. Par exemple, un tendon, on appelle ça une tendinite. Une tendinite, c'est une inflammation du tendon. Donc ça, c'est une inflammation aiguë, donc ponctuelle. Une inflammation chronique, c'est une phase anormale de l'inflammation. Et ça, c'est important de le retenir parce que ce n'est pas normal pour l'organisme, une inflammation chronique. Elle est caractérisée par sa persistance dans le temps parce qu'elle est, dans le plus souvent des cas, elle est silencieuse et elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs années. Elle n'est pas déclenchée par une blessure ou par une infection, mais par des signaux de danger dont l'origine n'est pas toujours connue. Donc, le système immunitaire, il est un peu perdu et cette réaction inflammatoire chronique échappe donc à la régulation du système immunitaire. Elle devient néfaste à longueur dans le temps et doit être contrôlée. Dans le cas du diabète de type 2, par exemple, euh, c'est une maladie chronique donc qui se développe de façon silencieuse pendant de nombreuses années. Et l'hyperglycémie reste longtemps asymptomatique, sauf si bah voilà, on va chez son médecin et qu'on fait une prise de sang et que là, on remarque effectivement que la glycémie a une norme élevée et qui est anormale. Il y a un autre marqueur qui est très important, je ne l'ai pas noté, mais que vous pouvez retenir si vous faites une prise de sang chez votre médecin. N'hésitez pas à demander la CRP. C'est une protéine inflammatoire qui va définir votre niveau d'inflammation dans l'organisme. J'espère que le thème de l'inflammation, donc en globalité, a été clair pour tout le monde. Donc le processus inflammatoire dans le diabète de type 2. Donc je pensais important quand même de vous mentionner, vu que euh, le sujet de base est quand même le diabète de type 2, qu'il se caractérise par un taux de sucre dans le sang supérieur à 1,6 g par litre à 2 reprises, hein, et que normalement la norme est d'environ 1 g par litre à jeun. Voilà. Donc l'inflammation, le processus inflammatoire dans le diabète de type 2. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Une alimentation trop riche associée à un manque d'activité physique favorise la prise de poids. Ça, on le sait tous. Mais elle favorise aussi l'inflammation. Comment? Les adipocytes, donc qui sont les cellules graisseuses qui sont les cellules graisseuses tout simplement, hein, et elles se trouvent surchargées en graisse et elles provoquent un stress cellulaire qui va attirer les cellules du système immunitaire. Et là, c'est le début de l'inflammation chronique de bas grade. Donc, c'est pas encore grave parce que c'est une inflammation chronique de bas grade qui, elle, va à son tour entraîner une résistance des cellules à l'insuline, l'hormone donc qui est indispensable pour la gestion de la glycémie. Plus le poids augmente, plus la résistance à l'insuline se trouve renforcée, donc hyperglycémie. C'est un état important de le dire, hein, parce que c'est un état qui est réversible s'il est diagnostiqué assez tôt et si un régime alimentaire approprié et une activité physique sont adaptés. Donc c'est pour vous dire que ce ce ce, hem, une inflammation chronique qui est liée à un diabète de type 2 peut être réversible à condition qu'elle soit détectée assez tôt. Donc je vous invite vraiment, à, vous faire tester régulièrement. Une prise de sang, c'est vite fait et à faire doser votre glycémie dans le sang. Donc qu'est-ce qui se passe à long terme? À long terme, cette inflammation et cette insulinodépendance peut contribuer à un diabète de type 2 si on ne fait rien pour justement y pallier. Donc, lorsque la glycémie, elle dépasse la normale, qu'est-ce qui se passe? Donc, nombreux processus inflammatoires se mettent en place au niveau de l'organisme. Une glycémie non contrôlée est le facteur principal induisant une inflammation chronique des cellules immunitaires. La glycolyse, qui est le processus de dégradation du glucose dans les cellules, stimule la production de molécules de signalisation inflammatoire. Ça, c'est le premier point qui est quand même important. L'obésité abdominale est accompagnée quasiment systématiquement d'un état inflammatoire chronique de bas grade qui participe à la pathogénèse et de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Les cellules adipeuses produisent des cytokines qui vont être des agents essentiels du système immunitaire qui, eux, sont des molécules inflammatoires favorisant la résistance à l'insuline.
J'espère que c'est pas trop technique pour tout le monde, j'espère que je suis claire. Ces cytokines, pro-inflammatoires, hein, qui, je le rappelle, sont des agents essentiels du système immunitaire, sont aussi produites par le foie qui joue un rôle majeur dans le développement d'une résistance à l'insuline et on verra après à quel point ce foie est important et à quel point il faut aussi le contrôler. L'information à l'origine de la résistance à l'insuline. Un excès de graisse, on a vu qu'un excès de graisse amenait une inflammation et qu'une inflammation, elle, produisait des cellules qui rendaient qui rendaient en fait, excusez-moi. On a vu que l'excès de graisse créait une inflammation et donc que les cellules devenaient indifférentes à l'insuline. On a vu qu'un état inflammatoire modifiait la structure biochimique de l'insuline. La stéatose hépatique a un énorme rôle à jouer dans le diabète de type 2 parce que comme on a vu que le foie pouvait modifier la réception à l'insuline, le fait d'avoir un foie gras, logiquement, va déstabiliser au fait la réception de l'insuline. La modulation de l'inflammation pourrait, dans ces cas-là, jouer un énorme rôle sur la gestion de cette insuline et notamment la gestion du diabète de type 2. Donc ne faudrait-il pas déjà s'occuper d'une inflammation avant de s'occuper de gérer la, 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 excusez-moi, je trouve pas mes mots. Ne faudrait-il pas déjà s'occuper de moduler cette inflammation avant de s'occuper de la gestion, en fait, de la glycémie? C'est ça qui est important. En fait, il ne suffit pas simplement de gérer sa glycémie, mais il faut aussi regarder un peu plus loin ce qui se passe dans l'organisme et notamment, peut-être aller chercher une inflammation avant de s'occuper que d'un point. Donc, adopter un mode de vie protecteur s'avère effectivement plus efficace que le simple contrôle de la glycémie. Donc c'est pour vous expliquer que c'est vraiment un ensemble. C'est pas juste la glycémie, c'est un ensemble, c'est un mode de vie, c'est l'inflammation. C'est pas juste le fait de manger du sucre, ça peut être autre chose qui a créé l'inflammation. Donc clairement le mode de vie, hein, la sédentarité, la consommation de produits industriels. On va voir après plus précisément quels points sont à mettre vraiment en évidence dans votre alimentation et dans votre mode de vie. Mais c'est pour vous expliquer que c'est pas simplement une gestion de l'insuline, c'est un mode de vie qu'il faut adopter et regarder un peu plus profondément ce qui se passe dans votre organisme. Donc, comment prévenir naturellement une inflammation? C'est ce qu'on va voir maintenant avec des points que je vous invite à adopter au quotidien pour un changement, pour un mieux-être au quotidien sur votre santé. Voilà. Alors, l'influence du mode de vie sur l'inflammation. Donc, il est bien connu qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le mode de vie et notamment la santé de l'organisme qui va engendrer une réduction de l'inflammation. Donc, le stress, c'est bien connu, je l'ai répété dans plusieurs webinaires, mais le stress va engendrer une hormone qui s'appelle la cortisol. La cortisol, quand elle est trop sécrétée dans l'organisme, va créer une inflammation. Pourquoi? Parce que, cette augmentation de cortisol va, hem, créer une augmentation de la glycémie. La glycémie, elle, va être produite naturellement dans l'organisme face à une demande de cortisol parce que à la base, quand on se met en mode de stress, l'organisme a besoin d'énergie et cette énergie qui va être rapidement, utilisée par l'organisme va demander au fait du sucre et du sucre, une hausse de glycémie dans le sang et à long terme va créer une inflammation. Le sommeil est un énorme risque de surpoids, de diabète et de maladies cardiovasculaires, c'est bien connu. Plus vous dormez, mieux vous vous sentez, mieux l'organisme arrive à passer le cap de la journée. Voilà, je vous invite vraiment à avoir des nuits de sommeil reposantes, à vous coucher tôt, à vous lever à des heures raisonnables. Je vous invite aussi à calculer vos heures de sommeil. Vraiment, le sommeil a une énorme influence également sur les envies de sucrer en fin de journée. Euh, à haute, un sommeil de mauvaise qualité va effectivement engendrer une inflammation dans votre organisme. C'est un moyen protecteur, hein, rappelez-le toujours.
Les perturbateurs endocriniens, vont influencer le système endocrinien. C'est important de mentionner ce point-là, parce que le système endocrinien, c'est les hormones, l'insuline, c'est une hormone. Voilà. La sédentarité, va créer un affaiblissement de l'immunité et quand on voit que l'immunité a un énorme rôle à jouer dans l'inflammation, ça tombe sous le sens que, voilà, faites du sport, même si les conditions aujourd'hui sont compliquées pour faire du sport, je vous invite à aller dehors. C'est jamais impossible. C'est bien connu que plus vous faites du sport, plus vous renforcez votre immunité et donc, l'inflammation sera moindre. Le lien entre l'inflammation chronique et l'alimentation. Alors, les aliments qui favorisent le plus l'inflammation chronique sont ceux aussi qui favorisent le diabète de type 2, le cholestérol et l'obésité qui, eux, engendrent une inflammation ou qui sont source d'une inflammation. Donc, j'ai pointé du doigt 4 sujets qui pour moi sont indispensables et ont un énorme rôle à jouer dans l'inflammation. Donc les acides gras saturés, ça c'est clair, on le sait tous. À haute consommation, ils viennent boucher les artères et créer une inflammation. Ils viennent aussi modifier la réception cellulaire. Hein. C'est bien connu, plus vous mangez de bonnes graisses, plus les cellules arrivent à communiquer entre elles. Plus vous mangez des graisses saturées, plus vous allez rigidifier la membrane cellulaire et du coup empêcher la communication entre vos cellules. Les sucres raffinés, heu, alors ça, voilà, je pense que j'en ai assez parlé pendant tous les webinaires et j voilà, vous qui m'écoutez aussi, je pense que vous en entendez souvent parler. C'est du poison pour l'organisme, ça modifie, ça acidifie l'organisme, ça vous fait monter la glycémie, voilà, c'est vraiment pas intéressant. C'est des calories qui sont vides, qui sont inintéressantes et qui ne créent qu'une inflammation. Les produits industriels et transformés, produits chimiques, pesticides, voilà, des exhausteurs de goût, des additifs, tous des produits que notre organisme ne connaît pas et en se protégeant, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va créer une inflammation, tout simplement. Alors le gluten, c'est un grand sujet aujourd'hui. On me demande souvent pendant mes consultations: «Est-ce que je dois arrêter le gluten? Qu'est-ce que vous pensez du gluten?» et cetera. Alors le gluten de bonne qualité, n'est pas néfaste pour l'organisme, hein, parce que c'est un aliment qui est de bonne qualité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de produits, qui sont ajoutés avec du gluten industriel et qui à force va créer une inflammation qui va être localisée au niveau de l'intestin. Le gluten, c'est de la glu, hein, retenez toujours ça, c'est de la glu qui va se coller à votre paroi intestinale et qui va à force créer de l'inflammation, qui va empêcher l'absorption des nutriments qui sont essentiels à l'organisme et notamment essentiels à votre immunité qui, elle, est importante pour tout ce qui est inflammation. Donc, ma réponse au gluten, c'est les produits avec gluten de bonne qualité ou à modérer. Soigner le contenu de son assiette, alors ça c'est ce que je fais tous les jours avec mes clients. C'est, la base effectivement d'une réponse inflammatoire et d'une réponse à votre santé tout simplement. Hem, donc privilégier les aliments à index glycémique bas, on verra après lesquels est-ce. Plus de couleurs variées dans l'assiette, ça veut dire quoi? Ça veut dire des fruits, des légumes de saison. Plus de couleurs vous aurez, plus de vitamines et de minéraux vous aurez, plus vous allez renforcer votre immunité et dans ces cas-là, contrôler votre inflammation. Des fibres, pourquoi des fibres? Parce que des fibres, déjà de 1, concernant tout ce qui est diabète, bah, ça vient réduire l'index glycémique des aliments. Ça vient travailler sur votre flore intestinale, qui est aujourd'hui connue, renforcer l'immunité, hein, et si vous avez une inflammation, ces fibres-là vont être bénéfiques pour gérer cette inflammation. Des oméga 3 parce qu'ils sont de puissants et de très puissants anti-inflammatoires. Les aliments bio, pourquoi? Parce que, voilà, vous évitez les pesticides, vous évitez tout ce qui est chimique à votre organisme et tout ce qui pourrait engendrer une inflammation. Après, je suis bien consciente que des produits bio sont ont un certain coût. Je vous demande simplement alors de manger local et de saison et dans ces cas-là, les aliments bio ne sont pas toujours nécessaires. Vérifiez simplement d'où ils viennent, et que, voilà, que le paysan n'ait pas, ou la personne qui les a traités ne les ait pas trop traités avec des agents nocifs.
Et les épices, parce que les épices, sont bourrées, d'agents anti-inflammatoires et puis d'antioxydants également. On verra après lesquels. Alors les aliments à index glycémique bas, pourquoi est-ce qu'ils ont un énorme rôle à jouer dans l'inflammation? Parce que tout simplement, ils ne génèrent pas une hausse de la glycémie qui, elle, comme on l'a vu, peut à force, engendrer une inflammation chronique, une inflammation silencieuse, hein. Donc, toujours privilégier les céréales complètes, de qualité. C'est la même chose que pour les fruits et légumes. Privilégier le bio, complètes parce qu'elles sont de un, elles ont un index glycémique bas et de 2 parce que rappelez-vous toujours, bah, les fibres ont un énorme impact, sur votre immunité et sur votre intestin, du coup sur votre immunité, et aussi entre parenthèses sur le transit, hein. Les féculents, de qualité à index glycémique bas sont principalement le quinoa, le sarrasin, les tubercules, donc les pommes de terre, les patates douces, les topinambours et cetera, et les légumineuses qui sont, tous connus pour être des prébiotiques, hein, donc qui viennent aussi, nourrir la flore intestinale. Donc ils sont très intéressantes aussi pour la gestion, de la glycémie et notamment pour une baisse de l'inflammation. Privilégier les cuissons al dente. Pourquoi? Parce que plus c'est al dente, moins ce sera, riche, en index glycémique. Donc pensez toujours à cuire, à minima de ce qui est indiqué. Goûtez toujours et puis, ne transformez pas trop les aliments non plus, hein. Parce que voilà, ça part du même principe que consommer les fruits entiers. Plus vous allez écraser, plus vous allez transformer un fruit, plus sa glycémie sera élevée parce que forcément, il y aura plus assez de fibres pour venir contrer, le sucre présent dans l'aliment. Ne pas transformer les glucides, donc ça rejoint ce que j'ai dit avant. Par exemple, préférez toujours les fruits et les légumes entiers, préférablement crus ou de cuisson al dente. Plus vous allez écraser, plus vous allez prédigérer, alors que théoriquement, la digestion, elle commence dans la bouche. Faites attention à la charge glycémique. Alors ça, on vous parle souvent, d'index glycémique. Index glycémique, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas la charge glycémique de l'aliment. Et pour ce thème-là, j'ai décidé de vous mettre un petit tableau. Donc le premier tableau qui se trouve à ma gauche, c'est un petit tableau hein, vite fait des index glycémiques. Et puis à ma droite, donc le cercle, c'est la charge glycémique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas tout le temps se fier à l'index glycémique des aliments. Parce que si vous vous fiez toujours à l'index glycémique des aliments, vous allez en manger une certaine quantité sans réellement savoir l'impact qu'il aura, dans votre organisme. Je prends un exemple, qui a fait sourire mes collègues, lors, du repeat du webinaire, c'est le miel, hein. Le miel a un index glycémique qui est très élevé. Par contre, vous allez pas manger le pot de miel, vous allez manger une cuillère de miel et ça, c'est la charge glycémique de l'aliment. C'est la quantité ingérée, de cet aliment-là, qui peut avoir un index glycémique très élevé de base, mais qui va pas être consommé en assez grande quantité pour faire monter votre glycémie. Donc pensez toujours à ça. C'est bien de se fier à l'index glycémique, mais regardez toujours la quantité que vous mangez. Si moi je vous dis, bah voilà, préférez des pâtes complètes à la place des pâtes blanches, il est évident que si vous mangez une assiette qui déborde de pâtes complètes, l'index glycémique, la charge glycémique, pardon, de l'aliment va être beaucoup trop élevée par rapport à son index glycémique. Donc c'est pour vous expliquer un peu les deux faces cachées de ces index glycémiques et ces charges glycémiques qui peuvent engendrer des montées de glycémie dans votre organisme et, à force, une inflammation. Si vous voulez, vous pourrez trouver ces petits tableaux, sur, le blog de MyDiabCheck, hein. Donc les oméga 3, alors pour moi, c'est vraiment mon sujet préféré parce qu'aujourd'hui, on revient gentiment sur ces graisses alors qu'elles ont été vraiment cachées pendant des années pour mettre le sucre en avant, hein. L'industrie du sucre a vraiment caché ces mauvaises graisses pour mettre à profit la consommation de sucre et le résultat aujourd'hui, bah, il est que, voilà, qu'on a beaucoup de personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, beaucoup plus que du diabète de type 1, à cause justement, de ce sucre qui a été mis en avant. Alors que, voilà, que ces graisses ont été cachées alors qu'elles sont beaucoup plus bénéfiques pour,
pour l'organisme que les glucides, hein, et notamment les oméga 3 qui ont un énorme impact sur l'inflammation. Ils sont, tout simplement, ils sont anti-inflammatoires. Donc ils viennent agir en tant qu'anti-inflammatoires dans votre organisme et retenez aussi qu'ils vont venir, modifier, la membrane cellulaire, la rendre fluide, hein, rendre fluide la membrane cellulaire de nos cellules afin de faciliter l'échange, cellulaire pour qu'il y ait une bonne communication dans notre organisme tout simplement. Donc quels sont ces oméga 3? Donc les poissons gras, mmh, sardines, maquereaux, saumon, harengs. On m'a demandé pourquoi pas le thon. Alors oui, le thon est très riche, en oméga 3, mais beaucoup trop chargé en métaux lourds. C'est un poisson de surface, donc il attrape tout ce qui passe et on ne veut pas ça, quand on parle d'inflammation. Donc si vous voulez manger du thon, peut-être mangez-les une fois toutes les 2 semaines et variez entre les poissons qui sont cités ici. Les œufs bio de qualité, oui, les œufs bio de qualité, parce que le jaune d'œuf est riche en oméga 3, pour autant que les poules soient bien traitées. Donc privilégiez le bio ou alors allez chercher vos œufs à la ferme à côté de chez vous. Restez simple, nature. Les huiles végétales pressées à froid, donc et notamment grandement, l'huile de cameline que j'aurais dû mettre en premier, l'huile de noix, l'huile de colza et l'huile de chanvre. Donc retenez bien une chose, déjà de un, mettez 2 cuillères à soupe, par jour dans vos salades de ces bonnes huiles et dès l'ouverture, s'il vous plaît, conservez-les au frais, car l'oméga 3 est très sensible à l'oxygène et il s'oxyde dès l'ouverture. Donc dès que vous ouvrez une bouteille, vous la mettez au frais à l'exception de l'huile de colza, hein, qui est riche en vitamine E, antioxydant, qui va protéger cet oméga 3. Les noix de Grenoble, particulièrement les noix de Grenoble, achetez-les encore avec la coque, hein, cette coque va protéger l'oméga 3. Ça part du même principe que les huiles. Les graines donc de chia, lin, moulues fraîchement s'il vous plaît. On part du même principe que la noix de Grenoble et que les huiles végétales. Et puis cette graine de lin, vous n'arriverez pas à la mâcher. Donc mettez-la dans un moulin à épices et puis moulez-la fraîchement voilà, tous les matins sur vos fruits par exemple et ça vous donnera un apport d'oméga 3. Et le chanvre qui revient aujourd'hui gentiment sur la surface, j'entends dire: «Ah mais j'ose pas utiliser le chanvre». Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est un dérivé du cannabis que vous allez avoir des effets, psychotropes, hein. Les légumes verts à feuilles, donc le chou vert, le pissenlit, la mâche et le pourpier qui sont très, très riches en oméga 3 et que je vous invite à manger 1 à 2 fois par jour, recouverts de noix de Grenoble, de petites graines et puis d'une bonne huile végétale accompagnée de votre poisson, par exemple. Ça fait un très bon repas oméga 3. Les végétaux riches en polyphénol, alors ils sont nombreux. Je vous ai vraiment mis, les principaux. Voilà, ces végétaux qui sont riches en polyphénol. Alors les polyphénols, c'est quoi? C'est un antioxydant qui protège la plante contre, tout ce qui est, agresseurs externes, hein. Donc, imaginez-vous, hein, les plantes comme elles doivent se protéger, bah, voilà, des intempéries, et puis, des petits moucherons, voilà, on se met gentiment dans la place d'une plante, qui est, justement protégée par cet antioxydant qui va, nous être bénéfique à nous. Donc voilà, la liste est là, les fruits rouges, les thés, l'ail, le chocolat noir, oui, c'est permis, 80 s'il vous plaît et puis, le gingembre, les épinards, le romarin, les brocolis, les oignons, la grenade. La grenade, achetez-la entière, s'il vous plaît. Petite astuce, achetez-la entière, coupez-la en 2 parce qu'on me demande souvent comment il faut l'égrener, hein. Vous la mettez comme ça à l'envers dans votre main et puis vous tapez, comme ça avec, le manche d'un couteau et les graines sortiront toutes seules. Conservez-les dans un petit Tupperware en verre au frigo, parce que c'est fragile, hein. Tous ces petits antioxydants, qui sont nos médicaments sont fragiles et puis la curcumine qui est, la base de la fameuse épice, le curcuma. Alors, j'avais envie de vous parler de l'alimentation méditerranéenne parce que c'est, une alimentation qui aujourd'hui a fait ses preuves, sur, la maladie du foie gras, la stéatose donc non alcoolique, hein, qui
et on en parle beaucoup, dans le diabète de type 2 parce que, bah, voilà, on a vu le foie avant. Le foie a un énorme impact donc sur la gestion de la glycémie via l'insuline, mais le foie aussi va, stocker des graisses quand on mange trop de sucre, hein. Quand on mange trop de sucre et que les cellules n'arrivent plus à utiliser ce sucre en tant qu'énergie, et ben, ce sucre-là est transformé en graisse dans le foie qui, à force, va créer un foie gras. C'est pour ça que voilà, j'ai trouvé utile de vous en parler aujourd'hui. C'est, l'alimentation méditerranéenne qui est proche de chez nous, donc ça a du sens de manger comme ça. Elle possède, voilà, le plus de preuves scientifiques comme je vous ai mentionné là. Elle a une haute teneur en oméga 3, en oméga 9 via l'huile d'olive et en fibres avec la richesse, des fruits et des légumes de saison. Hem, Elle a un faible teneur en glucides raffinés et en fructose ajouté parce que forcément, bah, ils privilégient, tous les céréales complètes, qui viennent de chez eux. Ça va être du quinoa, ça va être du riz, ça va être du sarrasin, ça va être des tubercules, voilà et puis, c'est effectivement un traitement qui a été recommandé contre la maladie du foie gras, comme je vous l'ai, déjà dit. La pyramide, je l'ai trouvé bien de vous la mentionner aujourd'hui. On la voit pas beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'elle sera, communiquée sur, le site de MyDiabCheck, sur le blog. Elle est très parlante, elle est gourmande, elle donne envie. Tout ce qui se trouve en bas est à consommer en majorité et plus vous montez, plus c'est à réduire. Vous voyez là aussi, il y a même une petite bouteille, un verre de vin rouge, excusez-moi, hem parce que voilà, on part du principe que comme je vous l'ai mentionné avant, le raisin est très riche en antioxydants et le raisin fermenté va être encore plus riche en antioxydants. Donc je vous invite non pas à boire régulièrement du vin rouge, mais juste pour information que le vin rouge, est riche en antioxydants. Donc voilà, si vous devez, privilégier, un verre d'alcool, j'ai envie de dire, bah, privilégiez le vin rouge, voilà, qui sera toujours plus intéressant à un verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes, pas plus s'il vous plaît. Toujours avec des pauses, de 3 4 jours, hein. Petit menu méditerranéen que vous retrouverez donc, sur le site de MyDiabCheck, dans 2 semaines, je crois, parce que dans une semaine, vous retrouverez d'autres recettes gourmandes qui sont en lien avec le webinaire. Donc voilà, je suis restée simple, parce que, je suis bien consciente que voilà, qu'on va pas, commencer à passer des heures en cuisine et j'ai trouvé ça plus parlant pour vous, pour que vous puissiez l'appliquer au quotidien. Donc voilà, au petit déjeuner, une omelette aux légumes de saison. Hem, je reviens un peu sur les points que j'ai mentionnés durant les derniers webinaires, hein. Petit déjeuner toujours, riche en protéines et salé, s'il vous plaît. Ça vous évite de faire monter la glycémie dès le matin, là où l'insuline est le plus sensible. Une omelette, voilà, des œufs de qualité, c'est riche en protéines, c'est riche en bonnes graisses avec des légumes en plus. Qu'est-ce qu'il y a de bon, de meilleur pour la santé? Un thé au café sans sucre ajouté, s'il vous plaît. Au déjeuner, donc voilà, toujours accompagner votre repas de midi avec une salade de crudités de saison qui vient vous apporter, comme on l'a mentionné avant, hein, plus de couleurs, plus de vitamines, plus d'antioxydants, hem et puis accompagné évidemment d'une bonne cuillère à soupe d'huile de noix qui va être riche en oméga 3, comme le saumon, de qualité, voilà, qui vient vous apporter aussi des oméga 3. Remplissez votre assiette de moitié de légumes de saison. Là, j'ai mis à volonté parce que les légumes, on les compte pas. C'est pas comme les fruits où on va conseiller, bah, 2 fruits par jour à cause de leur richesse en fructose, même si on les mange entiers. Hem et puis du quinoa au curcuma pour donner l'honneur au curcuma qui est une épice anti-inflammatoire et du quinoa qui est une céréale très intéressante car elle va être peu riche en index glycémique et très riche en protéines et en fibres. N'oubliez pas le goûter, hein, parce que le goûter est important, ça nous évite quand même de trop manger au dîner et puis, ça va sécréter naturellement, la sérotonine, qui est une hormone qui va nous permettre de gérer nos compulsions sucrées, hein. Quand on est en carence, des sérotonines, je fais le lien un peu avec l'inflammation, quand on est en carence de sérotonine, le cerveau, lui, va se mettre en mode, voilà, sucre, 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 qui va créer une inflammation, forcément, cérébrale, hein et la consommation de sucre, on a vu, amène à une inflammation. Donc restez simple au goûter, un fruit de saison et puis une poignée de noix de Grenoble, hein, comme
ça, on en mange moins aussi. Le fait de casser les noix, psychologiquement, on va moins en manger aussi. Et puis un dîner, rester léger, un petit velouté de légumes avec un dalle de lentilles aux légumes de saison pour faire appel aux légumineuses qui sont très très riches pour notre flore intestinale puisqu'ils sont des prébiotiques et vont venir nourrir la flore intestinale. Donc ce petit menu, vous le retrouverez sur le site de MyDiabCheck. Je vous donnerai les petites recettes. Mais voilà, retenez bien, restez simple. Euh, ce sera meilleur pour votre santé et ça engendrera moins d'inflammation. Voilà. Alors, on va passer aux questions-réponses. Si, on va passer, Marthe, si vous pouvez déjà. Il y a beaucoup de questions, hein, il y a il y a vraiment beaucoup de questions. Et je pense qu'on ne va pas répondre à toutes. Il y a encore des questions qui sont rentrées via Facebook et Instagram, donc Ok, allons-y. allons-y. Que faire si vous avez envie de manger des sucreries? Alors, déjà, le fait de manger des sucreries, il faut savoir pourquoi on a envie d'en manger. Donc, c'est très émotionnel, comme Claude l'a mentionné avant. Ça, ce serait bien de comprendre déjà pourquoi, au point de vue émotionnel, on a envie de manger des sucreries. Les sucreries, ça engendre une inflammation, ça c'est sûr, parce que ça va être du sucre raffiné, donc vous allez avoir une hausse de la glycémie. Et puis on revient un peu sur tout le webinaire avec l'inflammation. Donc que faire? Moi j'ai envie de vous dire déjà, regardez comment vous commencez la journée, hein. Si vous commencez votre journée par des aliments sucrés, et ben vous allez vous créer des hypos et des hyperglycémies, enfin des hyper et des hypoglycémies toute la journée qui vont faire appel au sucré. Donc j'ai envie de vous dire, remplacez ces sucreries par soit des aliments protéinés, soit des petits fruits, hein, des fruits rouges qui vont justement vous faire penser à des sucreries, mais ce n'est pas des sucreries, ou alors à des bonnes graisses comme des noix par exemple, des oléagineux. Voilà. J'ai une question qui est rentrée via Facebook. En fait, il y a une personne qui pose la question, est-ce que le sucre de fleur de coco est-il conseillable pour remplacer les sucres? Complètement. Complètement, parce que c'est le sucre qui a un index glycémique le plus bas, parce qu'il va être très, très, très riche en fibres et très nutritif par la même occasion. Donc oui, D'accord, absolument. très bien. On continue, Marthe? Est-il risqué d'adopter une alimentation végétarienne ou végane si on a un diabète de type 2? Non, pas du tout. Bien au contraire, c'est même très conseillé. C'est même un sujet de webinaire que je voulais proposer à Claude, parce que Heu, l'alimentation végétarienne ou végane, hein, moi j'aime pas dire végane parce que c'est plus un mode de vie, mais végétalienne est de plus en plus conseillée pour les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2 parce que forcément, pas de viande, voilà, pas de produits, transformés avec les laitages qui engendrent du sucre et cetera. Donc oui, 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 allez-y. On va prendre plutôt une question, Marthe, oui, après on prendra une question plutôt compliquée. Merci Claude. Oui. Qu'en est-il de l'huile d'olive? Alors très riche en oméga 9, comme je vous ai dit avant, donc allez-y, mais par contre variez avec des huiles riches en oméga 3. Ma petite astuce, c'est vraiment de prendre une carafe en terre cuite et de mélanger huile d'olive avec huile de colza et comme ça vous en servez tous les jours. Très bien. Est-ce qu'on peut répondre à la personne qui a posé la question par rapport à l'indice glycémique? Trouve-t-on l'index glycémique sur certains emballages de produits? Non. Alors, vous ne trouvez pas l'index glycémique sur certains emballages de produits. On me demande souvent, mais le don sucre, qu'est-ce que ça mentionne? Alors, le don sucre, c'est les sucres simples, c'est les sucres rapides. Par exemple, vous allez trouver des sucres simples dans un yaourt. Pourquoi? Dans un yaourt nature. Pourquoi? Parce que le lactose présent dans le yogourt est considéré comme un sucre simple, mais on ne trouve pas l'index glycémique sur les emballages. Par contre, regardez s'il vous plaît la liste des ingrédients, parce que dans cette liste d'ingrédients, il se trouve des sirops de glucose, des sirops de voilà de fructose, tous ces sirops qui sont ajoutés par les industriels ou alors des glucoses, des saccharoses, etc. Et là, vous pouvez effectivement pointer le doigt sur ces produits trop sucrés qui sont ajoutés dans les produits industriels et qui ont notamment un index glycémique élevé. Donc, ils ne sont pas indiqués, mais c'est à vous de fouiller.
en regardant la liste des ingrédients. En sachant aussi compléter que ce qu'il y a derrière le paquet n'est pas forcément toujours vrai, donc il faut bien lire. Parfois, on passe quelques heures à faire des commissions, hein, comme on dit. Complètement, Claude. Et moi, j'invite vraiment à regarder non pas le tableau des valeurs nutritionnelles, qui n'a aucun sens si vous ne regardez pas la liste des ingrédients. Et puis voilà, encore une autre chose, la liste des ingrédients sera toujours mentionnée par ordre décroissant. Donc le premier produit qui est mentionné sera celui qui sera le plus présent dans l'aliment. Donc si vous voyez sucre en premier, vous posez. D'accord. Il y a d'ailleurs un reportage de Arte très, très intéressant sur l'industrie de l'alimentation par rapport à la cuisine et à l'alimentation végane. Attention, dans le vegan aussi, il y a pas mal de petits trucs qu'il Ah faut faire ouais. attention. Ouais. En fait, il faut vraiment retenir une chose, c'est que tout ce qui est tendance, eh ben, les industriels, ils vont en profiter pour justement confectionner, inventer des produits qui vont être vendus facilement par cette nouvelle tendance. Donc, si vous mangez vegan, s'il vous plaît, restez simple. Prenez des légumineuses, prenez à la limite du tofu et encore, hein, j'ai envie de dire aujourd'hui, le tofu, il est modifié de mauvaise qualité. Donc voilà, mais ne prenez pas tous ces aliments qui vous font passer voilà, une saucisse vegan qui va avoir une liste d'ingrédients comme ça longue, quoi. D'accord. Merci. Merci. La prochaine question. Peut-on prendre des oméga 3 en complément alimentaire? Oui, bien entendu. C'est même fortement conseillé. C'est très anti-inflammatoire. Regardez surtout bien l'origine, hein, parce que des fois, moi, j'aime mieux aller en pharmacie, demander des oméga 3. Ne les achetez pas sur Internet, s'il vous plaît. Regardez bien que ce soit de la qualité. Pour les véganes, préférez les algues, parce que les véganes, forcément, ne vont pas consommer des oméga 3 de poisson, donc préférez les algues. Mais s'il vous plaît, allez les chercher en pharmacie. C'est comme pour tout, hein, privilégiez la qualité plus que la quantité. C'est pas parce que vous les trouvez quelque part moins chers à la Migros, voilà. Je ne devais pas citer de marque, excusez-moi, mais dans les grandes surfaces, allez en pharmacie. Mais oui, voilà, prenez des oméga 3 le soir, préférablement, parce qu'ils vont avoir un énorme impact sur votre inflammation, sur le cérébral, pardon, alors que la journée, ils vont être utilisés plus en tant qu'énergie. Mhm. Bon, sur Internet, tu trouves aussi des bons produits. Par exemple, ici en Valais, il y a un producteur local qui fait des produits locaux qui s'appelle Pharmalp et puis qui fait des super produits, hein. Oui, mais alors tous les pharmacs se trouvent en pharmacie aussi. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je m'enseigne bien, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sites internet qui vendent des compléments alimentaires pas chers, qui viennent de très loin. Moi, j'en ai beaucoup hein, au cabinet. Ah oui, mais j'ai acheté ça sur internet, c'était pas cher et tout, mais il faut vraiment regarder la qualité du produit. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans la tradition. Il faut aller en pharmacie. Les pharmalpes, on les trouve en pharmacie aussi. Et effectivement, quand c'est local, c'est mieux aussi, hein, clairement. D'accord. Prochaine question. Y a-t-il des recommandations pour la cuisson des poissons? Alors forcément, quand on a un poisson qui est riche en oméga 3, préférez les cuissons douces, qui sont à vapeur, hein. Un saumon cuit vapeur, c'est délicieux, parce qu'il va être un peu cru, au cœur, donc ça va être très, très bon. Maintenant, moi je dis toujours à mes clients: «Restez simples, pour autant que vous mangez du poisson». Mais c'est évident que quand vous avez un bon poisson qui va être riche en oméga 3, privilégiez la cuisson douce parce qu'on va préserver dans ces cas-là les oméga 3 présents dans les poissons. Merci. Prochaine question. Les bananes, bien ou pas bien? Très bien. Banane, moi j'adore ça, c'est très riche en potassium, ça rend de bonne humeur. Voilà, peut-être pas le matin pour les personnes qui ont une glycémie, qui va être sensible, hein, parce que c'est un fruit qui est très sucré. À 4 heures, avant une activité physique, c'est le fruit parfait. Mais pas 5. Pas 5 quoi? Pas 5 bananes par jour? Pas... Non, bah non. Non, 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 c'est Ouais, comme tous les fruits, hein. Moi je dis 2 fruits par jour, ça suffit, hein. Ah bah voilà, d'accord. après, on me dit souvent: «Bah voilà, c'est un fruit, donc quoi, une fraise par jour?» Non. Alors une portion de petits fruits, ça va être une poignée, hein, des raisins, des petites baies. Et puis sinon, quand on parle de fruits, donc quand on parle d'une pomme, d'une poire, ça va être 2 fruits par jour. Le matin et à 4 heures, moi je dis toujours. D'accord, merci. La viande et le poisson sont obligatoires, y a-t-il des alternatives? Alors rien n'est obligatoire, hein, dans l'alimentation, ça dépend ce que vous mangez.
Des alternatives à quoi? J'ai envie de dire, je comprends pas bien la question. C'est pas obligatoire de manger de la viande et du poisson, non. Par contre, c'est important de varier. Si vous en mangez pas pour des questions éthiques, alors n'en mangez pas. Et si vous en mangez, préférez peut-être, au repas de midi où c'est beaucoup plus digeste, où, vous avez cette force énergétique justement qui vient de l'animal, qui va être mieux utilisée au courant de la journée si vous mangez ça au repas du midi. Mais non, rien n'est obligatoire dans l'alimentation. Très bien. On a encore une Comment question? s'assurer de la qualité du gluten? Alors, la qualité du gluten, ça c'est une très bonne question, j'aime beaucoup. Alors, pour les farines, prenez des farines qui viennent des moulins. À côté de chez moi, on a le moulin de Sévry. Prenez des farines bio, surtout pas qui viennent des grands commerces, hein. Allez à côté, baladez-vous dans les fermes, etc. Il y a toujours des farines locales. Euh, Après, pour ce qui est transformé, bah, ça à éviter, hein. Je veux dire, qualité du gluten, c'est la qualité de l'aliment, donc évitez tous les produits industriels. Puis là, j'ai envie de nommer, bah, voilà, les pâtes, hein, tout simplement, les pâtes qu'on trouve dans les grandes surfaces. Moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai arrêté le gluten, voilà, parce que j'aime bien tester un peu de tout. Donc, j'ai arrêté le gluten pendant 2 mois. On a mangé des spaghettis industriels qui étaient à la base de farine complète. Euh, et alors, mais ça n'a pas manqué, hein. Une demi-heure après, mal au crâne, c'était catastrophique. C'est pour vous dire au fait qu'on est tellement habitué à manger ce genre de produit qu'on ne se rend même plus compte. Donc faites le test. Donc qualité du gluten, des pains qui vont venir d'un boulanger ou d'une ferme. Au fait, tout simplement, il faut éviter tout ce qui est industriel. Voilà. Bien, on va passer à la dernière question. Quel est le premier pas à faire pour diminuer sa prise de sucre quand on est en surpoids et éviter les risques du diabète de type 2? Merci, Émilie. Alors, quel est le premier pas pour faire diminuer sa prise de sucre quand on est en surpoids? Ben, prendre un Heu, coach MyDiabCheck. ouais, alors j'ai envie de dire, c'est vraiment un suivi qui va être long parce que ça demande beaucoup sur les habitudes alimentaires. C'est compliqué au fait de vraiment, pointer le doigt parce que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de vos habitudes alimentaires. Moi, je commence toujours un peu, voilà, par le repas du matin parce que c'est ce qui va définir toute la journée. Mais ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend de quel sucre on parle. Voilà, il y a des gens qui moi j'ai eu un client, qui m'a dit, bah voilà, moi j'ai remarqué qu'en retirant les produits laitiers de mon alimentation, j'ai eu un énorme impact sur ma glycémie. C'est vrai, on ne se rend pas compte, hein, on a été habitué à manger 4 voire 5 produits laitiers par jour parce que ça faisait partie des recommandations, alors que voilà, ça reste quand même du lactose, ça reste quand même un produit qui a haute consommation inflammatoire, hein. Retenez bien aussi l'inflammation dans tout ça. Donc c'est vraiment un travail qui demande beaucoup plus qu'une simple réponse comme ça. Et je vous invite effectivement, comme dit Claude, à aller sur le site de MyDiabCheck et de prendre rendez-vous avec moi ou avec un autre coach et puis de vraiment avoir un suivi alimentaire. Mhm. Surtout comprendre les patterns de comportement qui font qu'on mange du sucre. Donc, quand on a compris ces patterns, on va forcément aussi réussir à trouver le moyen de déjouer ces espèces d'envie de sucre. Bien sûr, Claude. Et puis j'ai envie de dire aussi très simplement, c'est quoi le sucre? Parce que tout le monde dit le sucre, c'est le bonbon, le chocolat, etc. Mais non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder le webinaire que j'ai fait sur le sucre et le diabète de type 2, parce que c'est pas que les sucreries et les pâtes et les bonbons, etc. C'est bien plus que ça. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je pense que quand on regarde un webinaire avec Aurélia, on a toujours l'énergie de commencer un nouveau projet. Je les appelle projet. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages avec nous. Je Merci, pense, moi, Claude. que je dirais simplement qu'il ne faut pas stigmatiser l'alimentation, il faut y aller à petits pas et il faut surtout faire des choix et comprendre les choix qu'on fait et après trouver une alimentation équilibrée, saine et nous faire du bien. Voilà. Complètement, Claude, je suis complètement d'accord avec toi. Merci, Claude, et merci à tous de votre attention.
Très bien, je voulais juste dire que si vous avez encore des questions, écrivez vraiment à info@MyDiabCheck ou alors écrivez-nous sur Facebook ou sur Instagram et on va répondre. On va passer toutes les questions qui n'ont pas été répondues, Marthe, si vous êtes d'accord, à Aurélia pour qu'elle y réponde et les publier peut-être sur un de nos sites. Je vous laisserai gérer ça ensemble. Merci beaucoup pour votre travail et merci Marthe pour la régie. Au revoir, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Claude. Au revoir.